France 24 et La Première présente... Bonjour à tous, bienvenue dans l'Hebdo Outre-mer, votre rendez-vous consacré à l'actualité de ces territoires français répartis sur 3 océans. Cette semaine, notre dossier nous plonge au cœur de l'Amazonie avec les révélations de scientifiques sur la plus grande forêt du monde. A tout de suite. Mais d'abord, dans l'actualité des violences devenues récurrentes à Mayotte. Le week-end dernier, des bandes rivales se sont affrontées dans les rues de Pamandzi sous les yeux impuissants des habitants, des riverains excédés. Gervais Nietzsche avec Jaïdi Maoulida et Fahar Housseni. Les stigmates de la nuit de violence sont encore visibles. Dans cette rue, pendant plusieurs heures, 2 groupes de jeunes se sont affrontés à coups de pierre. Ce père de famille a vécu la scène, il est encore sous le choc. Ils étaient aux routes nationales, là, au l'arbre. Tout de suite, j'ai entendu des autres qui venaient d'ici. Le groupe qui était en bas, ils sont rentrés sur ces couloirs de cette route-là, s'affronter avec la pierre. Ça fait mal de voir ces gens-là, ce sont nos enfants, à nous. Les heurts se sont poursuivis dans d'autres quartiers de la commune de Pamandzi. Les forces de l'ordre sont intervenues pour tenter de mettre un terme aux échauffourées. Prises à partie par les bandes rivales, elles ont riposté à coups de grenades lacrymogènes. Je pense que même les policiers en ont marre, puisqu'à chaque fois, ils interpellent des gens et le lendemain ou au même moment, ces jeunes sont relâchés. Ça perdure, donc il n'y a pas de solution. Voilà, on verrait que... Les affrontements entre bandes rivales sont récurrents à Mayotte. La population excédée en appelle au renforcement de la répression à l'égard des délinquants. Il y a 4 ans, une grave crise sociale avait éclaté pour dénoncer l'insécurité dans le 101e département français. Également dans l'océan Indien, des tensions sur le plan sanitaire. Cette fois, à La Réunion, l'île n'en a pas fini. Loin de là, avec le Covid, l'épidémie repart à la hausse. 11 décès ont été enregistrés sur une semaine. Le taux d'incidence augmente lui aussi avec 1600 cas. Pour 100 000 habitants, c'est plus que la moyenne nationale. Arrêtons-nous maintenant en Nouvelle-Calédonie avec cette polémique sur l'emploi de travailleurs étrangers. 300 ouvriers venus d'Inde devraient être missionnés à l'usine de nickel du Sud. Une décision qui fait grincer des dents certains syndicats. Jean-Michel Mazerolles avec nos équipes sur place. Un recrutement qui pose problème pour les salariés de l'entreprise Prony Ressources, l'usine de nickel de la province sud. La direction souhaite faire appel à des personnels indiens au lieu de recourir à l'emploi local, ce qui irrite les syndicats qui n'ont pas été pour leur consulter sur ce projet au sein du comité d'entreprise. On est en colère, pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas respecté la procédure et en plus de ça, on considère cette façon d'agir comme un non-respect des partenaires sociaux. Sur l'emploi, on nous a dit que ça va dégager de l'emploi local à hauteur de 600 à 700 emplois. Aujourd'hui, il y a des entreprises communautaires qui sont sur le chantier, ok d'accord, des entreprises locales qui sont sur place, ok d'accord, mais on ne nous a jamais parlé de la venue d'une société indienne à hauteur de 300 personnes. Le recrutement des travailleurs étrangers est très encadré en Nouvelle-Calédonie pour éviter toute concurrence avec l'emploi de travailleurs locaux. Une loi de 2002 restreint le recours à des entreprises extérieures et à leurs salariés étrangers uniquement pour les phases de construction ou d'extension des infrastructures, pour des missions ponctuelles et lorsque les compétences n'ont pas été trouvées sur place. Aujourd'hui, on fait travailler les entreprises locales pour que l'argent reste là, reste au niveau du territoire et que ça fait marcher l'économie, la relance économique. Comme pour toutes les autorisations de travail accordées à des étrangers, c'est le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie lui-même qui décide de les accorder ou non. Une réunion sur ce sujet est justement prévue à la fin de cette semaine. C'est un geste qui fait mal. En Guyane, un monument hommage aux communautés amérindiennes a été vandalisé. La statue en bois a été entaillée à plusieurs endroits. Or, elle possède une forte valeur spirituelle. Les associations dénoncent donc une attaque envers les peuples premiers. Une plainte a été déposée. La Guyane qui abrite une partie de l'immense forêt amazonienne. L'Amazonie, c'est 7 millions de kilomètres carrés au total sur le continent sud-américain. Un réservoir de biodiversité menacé de disparition et qui réserve des surprises. 2 chercheurs balayent ainsi
quelques idées reçues sur ce géant vert. C'est un dossier signé Casey Weishop et Emmanuel Morel. Le jeu du chat et de la souris. Au fin fond de l'Amazonie guyanaise, ces militaires français traquent les garimperos, chercheurs d'or brésiliens clandestins. Un marché informel, responsable de ces trouées dans la forêt, mais aussi de la pollution des eaux par le mercure, utilisé pour extraire le précieux métal. Ce qui se passe en Guyane n'est qu'un petit microcosme qui est représentatif de ce qui se passe à l'échelle de l'Amazonie, et on peut être plus préoccupé par l'ensemble du phénomène sur l'ensemble de la région amazonienne que par ce qui se passe simplement en Guyane française. Parmi les 9 territoires amazoniens, le Brésil, pointé du doigt pour ses déforestations massives, aggravées par la politique du président Jair Bolsonaro. Mais ça n'est pas le seul fléau qui pèse sur cette forêt tropicale. L'Amazonie, actuellement, elle est victime d'un monstre qui aurait des yeux d'or, qui dégoulinerait de pétrole et qui aurait les cheveux en feu. Puisque ce sont finalement les 3 maux qui la détruisent en ce moment. La déforestation avec les feux, l'exploitation démesurée du pétrole et celle de l'or aussi. L'Amazonie et son fleuve, le plus long au monde, près de 7 millions de kilomètres carrés. C'est presque la taille de l'Australie. 390 milliards d'arbres, plus de 10 000 espèces animales, un réservoir de biodiversité luxuriante. Et cette image du poumon du monde qui a pris dans les années 70 venait de calculs qui n'étaient pas très bien faits sur le rôle de l'Amazonie, sur les équilibres climatiques. Or, l'Amazonie ne produit pas d'oxygène, l'oxygène on en a plein dans l'atmosphère, c'est pas le problème. Et l'Amazonie finalement on absorbe pas beaucoup de CO2, et là avec la déforestation on n'absorbe plus du tout. Mais là où l'Amazonie est spécifique, c'est sur sa capacité à aujourd'hui produire de manière autonome, sans l'intervention des humains, de la biodiversité. Pas le poumon du monde, l'Amazonie n'est pas non plus une forêt vierge. C'est la formule provocatrice utilisée par l'archéologue Stéphane Rostin. Les premiers Amazoniens ont aussi modifié le modelé de l'Amazonie en creusant énormément de canaux, de bassins et surélevant des tertres pour y vivre, pour enterrer leurs défunts ou même pour cultiver. Donc l'Amazonie n'est pas une forêt, elle est effrayante, elle est dense, elle est tout ce que vous voulez, mais elle n'est pas vierge. Elle a été déjà manipulée par les humains avant l'arrivée des Européens. En 20 ans, la forêt amazonienne a perdu en surface 566 000 km². C'est plus que la superficie de l'Espagne. Allez, joignons l'utile à l'agréable avec la bonne idée de la semaine. À La Réunion, une plateforme de saut à l'élastique est en cours d'installation sur l'un des plus hauts viaducs de l'île, un site exceptionnel perché à 120 mètres de hauteur. Le spot ouvrira début mai. Laurent Figon, Alix Catherine. Au-dessus de la ravine Fontaine à Saint-Leu, à 120 mètres de hauteur, des cordistes travaillent sous un des viaducs de la route des Tamarins. Une grue mobile a été nécessaire pour installer une plateforme de 3 tonnes, longue de 14 mètres. Aujourd'hui, les ouvriers œuvrent sur l'ouvrage destiné à la pratique du saut à l'élastique. C'est un chantier exceptionnel de par sa grandeur, sa hauteur. Tout se fait avec des techniques bien spécifiques par rapport au métier qu'on fait. À l'initiative de cette idée un peu folle, cet homme, Stéphane Luc, le gérant de la société Airjump, depuis 2017, il s'est mis en tête de faire sauter à l'élastique les gens avides d'adrénaline depuis un des plus beaux viaducs de la route des Tamarins. L'esthétique du site est préservée grâce à une marche d'approche forte en sensations. On fait l'accès sur le pont par un pont de singe qui fait quasiment 100 mètres de long. Ça, c'est la bonne attraction du jour. Et après, on arrive sur la plateforme de saut qui est au fond là-bas. Et là, on est au-dessus de 120 mètres et face à Saint-Leu. Débuté en août dernier, le chantier touche à sa fin. Ici, on sécurise encore plus l'assemblage de câbles d'acier et de platelage pour rassurer les futurs clients. Une fois arrivé sur la plateforme, un superbe panorama s'offre au regard avant de s'élancer dans le vide. Une centaine de mètres plus bas, le corps et les pieds solidement harnachés à une corde élastique comme celle-ci. La fin des travaux de sécurisation est prévue pour le 7 mai. Le maire de Saint-Leu a promis d'inaugurer la structure par un saut une semaine plus tard.
Enfin, évadons-nous en Polynésie, sur l'île de Maupiti, un petit bijou qui accueille de plus en plus de voyageurs. Ils étaient 2000 en 2015. Ils sont désormais 30 000 par an. Des visiteurs charmés par l'authenticité des paysages et des habitants. Reportage Iti Manaki. 30 000 touristes à l'année, c'est le gagne-pain des habitants de Maupiti. Ici, il y a 22 pensions de famille, soit 207 nuitées pour 1200 habitants. Dans cette portion de l'île au Pénou, ce jeune couple a ses petites habitudes. C'est un projet qu'ils ont concrétisé il y a peu. Bon, là, ça vient de doucement, malgré le Covid qui est passé l'année dernière. Remonta, jardin, corail et barbecue au Motu, c'est le quotidien des excursionnistes de cette île. Même pendant la période creuse de janvier à avril, les pensions font le plein. Certains prestataires de l'île affichent déjà complet jusqu'en 2023. Ça a beaucoup augmenté cette année. Il y a beaucoup de touristes, il y a beaucoup de demandes. Voilà. Et vous arrivez à couvrir toute la demande qu'il y a? Non, pas du tout. Il y a beaucoup d'annulations aussi, il n'y a pas de place. Hein. Du coup, on va faire comme ça. Et tout est merveilleux, sur l'eau, sous l'eau. Les gens sont très sympathiques et très accueillants. C'est le pied, c'est vraiment extraordinaire. Je ne regrette pas du tout mon séjour à Maupiti. Extraordinaire, fabuleux, fantastique. Voilà, c'est la première fois que je viens là et j'ai fait beaucoup de pays auparavant, beaucoup de continents, mais là je suis sous le charme. Après 2 années très difficiles, le soleil est de retour. Les professionnels du tourisme se réjouissent, l'horizon se dégage après le passage du cyclone Covid. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Pour revoir l'émission et suivre l'actualité des Outre-mer, rendez-vous sur france24.com et lapremière.fr. On se retrouve le week-end prochain. D'ici là, l'information continue sur France 24.